Première keynote de cette matinée, le profil de ce fameux consommateur citoyen. Avant de s'adresser à lui, bien sûr, il faut savoir qui il est. Chacun ici a sans doute sa petite idée. Ça n'est pas forcément la bonne car il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. On va précisément démêler le vrai du faux avec Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Utopie. Elisabeth, c'est à vous, on peut vous applaudir. Merci, bonjour à tous. Alors, ce dont je voudrais vous parler ce matin, c'est la façon dont, et en lien un peu avec ce que Jacques Attali a dit, la façon dont je pense que les marques doivent aujourd'hui devenir ce que nous, chez Utopie, on appelle des marques positives, pour répondre justement aux attentes nouvelles des consommateurs et d'ailleurs des salariés citoyens. Souvent, ce sont les mêmes, comme vous le savez. Je pense cette petite phrase de Victor Hugo que j'avais mise sur la slide précédente qui dit « Il n'y a rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Je pense que l'heure est résolument venue d'avoir des marques positives qui intègrent ces attentes citoyennes à leur stratégie. Le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est celui de ce que j'appelle une révolution de l'impact positif dans les entreprises. Je vais vous prendre 3 ou 4 petits signes de cette révolution. La première, vous n'avez pas pu la manquer, c'est la loi Pacte, dans laquelle il y a tout ce nouveau statut des entreprises à mission qui fait beaucoup débat et qui emmène beaucoup d'entreprises vers la nécessité de reformuler, d'expliciter leur raison d'être, la façon dont elles veulent avoir une contribution positive apporter une contribution positive à la société. Le deuxième petit signe de ça, c'est le monsieur sur la droite qui s'appelle Larry Fink, qui est le patron de BlackRock. BlackRock, vous le savez sans doute, c'est le premier fonds d'investissement au monde. Et ce monsieur, depuis 2 ans, première lettre aux entreprises dont il est actionnaire, c'est une entreprise sur 5 aux États-Unis, BlackRock, dans le premier actionnaire d'une entreprise sur 5. Dans sa lettre aux entreprises dont il est actionnaire, en 2018 et à nouveau en 2019, Larry Fink insiste beaucoup sur la nécessité pour les entreprises de ne pas se contenter de limiter leurs impacts négatifs, mais au contraire d'essayer d'avoir une contribution positive à la société. Il insiste beaucoup dans celle de cette année. Il disait même, de toute façon, dans beaucoup de pays, il y a une défaillance aujourd'hui des gouvernements à prendre en charge l'intérêt général et de manière croissante, la société civile se tourne vers les entreprises pour qu'elles prennent en charge au moins une partie de cet intérêt général. Un autre signe de cette révolution de l'impact positif dans les entreprises, c'est l'émergence de nouveaux labels, de nouvelles certifications comme la certification B Corp qui vient des États-Unis, qui est aujourd'hui dans plus de 60 pays et dont vous savez sans doute que par exemple des grands groupes comme Unilever, le groupe Danone et d'autres s'y intéressent beaucoup et s'engagent dans cette voie-là. Et enfin, le dernier petit signe, c'est la tendance pour les entreprises à essayer de faire le lien en permanence entre leur stratégie, leurs activités et les objectifs, les 17 ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont nos objectifs planétaires, lutter contre la pauvreté, prévenir le changement climatique, etc., pour essayer de montrer que dans sa stratégie même, dans son activité quotidienne même, l'entreprise a une contribution à des objectifs qui dépassent strictement le profit. En quelque sorte, en 20 ans, 25 ans, le développement durable est passé d'une stratégie qui était très orientée sur le less-bad, et même au début, en réalité, c'était surtout de la philanthropie. C'était quelque chose qui était très, très marginal par rapport à l'activité de l'entreprise. Puis, on est rentré dans, oui, mais il faut quand même qu'on réduise les impacts négatifs de notre activité. Donc, la contribution au changement climatique, les risques de travail des enfants dans la chaîne des fournisseurs, etc., selon les enjeux spécifiques à l'activité. Et aujourd'hui, on est en train de basculer vers une autre ère qui est l'ère, on n'est plus sur le less-bad, on est un peu plus sur le more good. Comment on veut avoir une contribution positive, contribuer à résoudre les problèmes, certains problèmes, y compris les plus graves et les plus sérieux de notre temps. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va plus falloir faire le less-bad. La réduction des impacts négatifs est plus du tout d'actualité. Au contraire, elle n'a jamais été autant, puisque avec le digital, les applis Yuka, Close Parency, etc., sur tous les marchés, de manière croissante, le consommateur a quasiment plus d'informations sur les impacts sociaux et environnementaux que le chef de produit, le directeur marketing, etc. Et ça, sur à peu près tous les marchés, évidemment le textile, évidemment l'agroalimentaire. La nouveauté, c'est que faire ça il y a 15 ans, ça suffisait à être vu comme le meilleur de la classe. Ça suffisait à ce qu'on dise « Ah, cette entreprise, elle est citoyenne, engagée, responsable, quelle que soit la façon dont on l'appelle, durable ». Aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que d'une certaine façon, le consommateur citoyen dont nous parlons ce matin,
considère désormais, d'ailleurs pas uniquement lui, hein, les médias, l'opinion publique en général, considère que ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Vous dites, j'ai un produit cosmétique et je mets moins d'ingrédients controversés, je mets moins d'ingrédients toxiques, je mets moins de CO2. On va vous dire, mais encore heureux. Encore heureux. Donc, et ça ne veut pas dire que c'est simple à faire pour les entreprises, c'est extrêmement complexe, d'autant plus que les controverses sur les nouveaux ingrédients dans l'agroalimentaire, les nouveaux procédés, etc. Je ne sais pas si vous avez vu l'article du Monde il y a 2 jours sur les aliments dits ultra transformés. Il y a sans arrêt de nouveaux sujets qui arrivent et qui demandent beaucoup de travail dans les entreprises. Donc ça, il faut toujours le faire, mais c'est plus suffisant. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une approche que je qualifierais de more good qui s'impose déjà dans quasiment tous les secteurs. Et cette approche, elle repose principalement sur une chose, elle repose sur la transition écologique, si j'ose dire, des offres, notamment. Elle repose sur la capacité des entreprises, non plus à faire une gamme verte pour les bobos qui seraient éventuellement vendus 30 à 40% plus cher et qui, au fond, d'ailleurs, se vendraient pas tellement, qui seraient pas vraiment poussés dans le marketing, la pub, etc. Elle repose sur combien d'années l'entreprise se donne pour faire transiter, si je puis dire, l'intégralité de son offre. Combien d'années elle se donne pour sortir les produits responsables de l'ornière alternative où ils étaient un peu enfermés jusqu'à présent. Petite étude ici, vous voyez, il y a quelques années, auprès des leaders d'opinion européens, 78% disent que les entreprises ont maintenant pour responsabilité de proposer les produits durables responsables, non pas en plus des produits conventionnels, mais à la place des produits conventionnels. Cette démarche que les anglo-saxons appellent le choice editing, comment je fais basculer l'intégralité de mon offre, parfois évidemment en utilisant les labels existants, en les mixant. Ça peut être une partie d'offres bio, une partie d'offres équitables, une partie d'offres locales, circuits courts, etc. Mais l'enjeu désormais, et l'aune, l'étalon avec lequel les stratégies d'entreprise vont être jugées par les consommateurs, c'est cette capacité à s'engager sur des objectifs radicaux qui montrent, par laquelle, d'une certaine façon, l'entreprise reprend ses responsabilités. Quand Starbucks dit « je passe à 100% de café équitable dans mes boissons », ça veut dire qu'avant, on disait Elisabeth Laville, si elle veut du café équitable, elle a qu'à 1, savoir qu'on l'en fait, 2, le demander, 3, être prête à payer plus cher. Aujourd'hui, c'est plus... Et parfois, et si elle ne le faisait pas, on disait regardez, nous on a l'offre, mais les gens ne la choisissent pas. Non, aujourd'hui c'est très différent. Starbucks dit c'est ma responsabilité de marque, mon engagement à moi, de généraliser cette offre-là. Et potentiellement, ça deviendra un facteur d'image, un facteur de différenciation, un facteur de préférence consommateur. On a ça sur à peu près tous les marchés. Vous regardez, Philips s'est engagé en 2007 dans une démarche hyper ambitieuse qui disait on se donne 5 ans pour que les produits responsables représentent 30% de notre offre. Fin 2012, cet objectif a été atteint début 2012. Ils ont enchaîné et aujourd'hui, dans leur rapport développement durable, ils continuent à suivre la part de leur chiffre d'affaires qui vient de produits plus responsables, de produits mieux disants sur tous les marchés, B2B, B2C. Et aujourd'hui, l'objectif affiché par Philips, c'est d'avoir 70% de son chiffre d'affaires en 2020 qui vient de ces offres plus responsables, porteuses de labels ou de garanties évidemment objectivables. Un autre exemple ici, Marks & Spencer, qui a été une des premières enseignes à s'engager dans cette démarche, en disant à nouveau en 2007, également avec un horizon de 5 ans au départ 2012, on commençait par dire on va généraliser l'offre responsable sur certaines catégories de produits, le thé, le café, le coton dans les vêtements, etc. Et puis en 2010, ils se sont dit non mais en fait on ne peut pas limiter cette démarche à quelques catégories de produits, donc on réaffirme l'engagement, on va dire en 2010, on se donne 10 ans en 2020, jusqu'en 2020 pour que 100% de nos produits portent une garantie développement durable. 100% des produits, toutes catégories confondues, avec un objectif de mi-parcours à 50% en 2015 qui a été atteint. Et cette stratégie-là, elle se déploie évidemment de manière forte dans la raison d'être de l'entreprise, dans ce que l'entreprise donne à voir d'elle-même à ses candidats au recrutement, à ses salariés évidemment, à ses clients, un peu partout, des t-shirts aux vitrines, aux publicités, etc. Ça ne dit pas que c'est simple, et d'ailleurs si vous regardez les résultats de Marks & Spencer l'an dernier, on voit bien que ça n'est pas que simple, ce n'est pas une garantie de succès. En revanche, c'est un chemin que ces entreprises se tracent. Encore une fois, les entreprises que j'ai citées là, tant Starbucks que Philips que Marks & Spencer, ne sont pas parfaites. Je vous montre juste le chemin qui, à mon avis, aujourd'hui, est le bon pour conquérir, garder la confiance des consommateurs citoyens. Étant entendu que cet impact positif, il n'est pas que écologique, on en parle souvent sous cet angle-là, il peut aussi être social et économique. Regardez le succès en grande distribution de C'est qui le patron ?
Succès énorme, le plus gros succès en grande distribution depuis 30 ans, sans aucune publicité. Et en prenant à rebrousse-poil une idée reçue qui était les consommateurs cherchent le prix le moins cher, non, les consommateurs sont prêts à payer un peu plus que le prix le moins cher, à condition qu'ils savent, qu'on leur explique pourquoi, ce que paye en fait le prix qu'ils versent. Et évidemment, beaucoup d'autres démarches sur le commerce équitable, sur le Made in France, sur l'ancrage territorial. Il y a plein d'autres dimensions d'impact positif que la stricte dimension écologique, à choisir en fonction justement des combats que l'entreprise se donne, des combats que son histoire, son ADN, ses valeurs lui dictent. Ce pourquoi, au bout du compte, cette histoire de raison d'être sera spécifique et différente selon chaque marque, selon chaque entreprise. En résumé, les deux clés de l'impact positif, si on n'en retient que deux, nous on en a fait 9 dans notre référentiel des marques positives, mais les deux premiers qui sont les plus importants, c'est un, alors qu'on appelle sa mission, qu'on appelle sa purpose, qu'on appelle sa raison d'être, peu importe, l'idée c'est pourquoi, au fond, cette marque existe. Et la deuxième, c'est, une fois qu'on a énoncé ça, si ce n'est pas traduit dans l'offre au quotidien, dans l'offre que constatent les clients, et pas dans une offre marginale mise dans un coin, mais dans l'essentiel de ce qui fonde votre chiffre d'affaires, votre modèle économique, ça ne marche pas. Vous voyez ici ce petit schéma fait par Unilever qui dit « j'ai mon Sustainable Living Plan et dans mon Sustainable Living Plan, je vais faire des Sustainable Living Brands ». Et qu'est-ce qui définit une Sustainable Living Brand? C'est une marque qui a un Sustainable Living Purpose, donc qui a intégré à sa raison d'être, à son purpose, un lien entre développement durable et business, qui a explicité sa contribution sociétale positive. Et deuxièmement, des Sustainable Living Products, c'est-à-dire une marque qui est capable de traduire ça dans son offre, en rénovant son offre, en la faisant évoluer. Évidemment, ça fait écho aux attentes des générations Y. Une petite étude ici sur une vingtaine de pays. 83% des générations Y disent qu'ils attendent, ou elles attendent, les générations Y en l'occurrence, des entreprises et des marques qu'elles deviennent des citoyennes actifs. 82% pensent que si elles le font, elles peuvent avoir un impact sur les enjeux qu'elles vont traiter. 79% plus important, notamment pour la publicité, disent qu'ils voudraient savoir ce que font les entreprises et qu'au fond, on ne le sait pas assez, 79%. Et encore plus intéressant, 69% disent qu'ils veulent être actifs aux côtés des entreprises sur les sujets en question. Et au fond, la génération Y, mon avis, c'est que c'est juste le signal faible de ce qu'on attend tous, quel que soit notre âge. Petite étude ici d'Accenture en début d'année qui dit la même chose. Vous voyez tous les chiffres, 62% des consommateurs veulent que les entreprises attendent des entreprises et des marques qu'elles prennent des positions sur des enjeux qui sont importants pour elles, au regard de qui elles sont, de quelles sont leurs valeurs et quel est leur point de vue au fond sur le monde. Ça, c'est hyper important. Il y a pas mal d'autres études qui disent les gens n'attendent pas qu'on vienne leur demander sur quoi vous voudriez qu'on s'engage. Non, ce qu'ils attendent, c'est des entreprises qui ont des points de vue et qui les expriment dans leur offre et dans leur prise de position. Encore plus important, évidemment, ce sujet n'est pas déconnecté du business puisqu'il devient ce qu'incarne la marque. Petite étude ici que nous avons faite l'an dernier, l'Observatoire des marques positives. On s'aperçoit qu'un consommateur qui perçoit ce qu'on va appeler la positivité d'une marque, l'engagement d'une marque, d'ailleurs à tort ou à raison, a une intention d'achat qui est en moyenne 2,4 fois supérieure à celle d'un consommateur qui ne la perçoit pas. D'où l'importance de faire connaître vos engagements et d'où l'importance aussi qu'ils se voient dans l'intégralité de ce que vous faites, à commencer par les produits. Évidemment, cet effet multiplicateur sur l'intention d'achat varie selon les secteurs. On voit 2,4 en moyenne, mais dans la mode, par exemple, c'est 4. Dans les services automobiles, c'est 6. Plus vous êtes sur un marché où il n'y a pas vraiment d'acteurs engagés, visibles, connus, plus le différentiel potentiellement est important. Ça, c'est l'étude Havas Meaningful Brands qui dit peu ou prou la même chose. Je vais passer rapidement. Et sans surprise, ça joue aussi sur l'attractivité de la marque employeur, puisqu'en fait, le consommateur et le salarié sont les mêmes personnes, évidemment. Là, une petite étude de Deloitte qui montre le décalage entre ce que disent à nouveau les millennials. Ils disent « voilà ce que je voudrais que mon entreprise fasse, qu'elle s'engage sur les sujets environnementaux, sociaux, etc. » C'est la partie gauche. Le bleu foncé, c'est les millennials. Et le bleu clair, c'est qu'est-ce que fait mon entreprise? Et ce que fait mon entreprise, c'est complètement la partie droite, c'est-à-dire se focaliser sur le profit à court terme, etc. Donc à nouveau, un décalage entre ce que les millennials voudraient que les entreprises fassent et ce qu'elles font aujourd'hui de leur point de vue.
Voilà, en conclusion et en résumé, 4 facteurs clés de succès pour ces marques positives. Le premier, j'en ai parlé pas mal, une raison d'être engagée, ambitieuse, qui intègre développement durable et business. Il faut sortir la RSE, le développement durable, d'une espèce de silo où on peut avoir tendance à l'enfermer en disant ah non mais maintenant c'est bon, c'est des conformités réglementaires évidemment. Deuxième critère, des objectifs radicaux, ambitieux, plutôt allant chercher le 0 ou le 100% plutôt que l'incrémental. L'air n'est plus et la gravité des enjeux auxquels on fait face appelle des engagements radicaux et parfois aussi des renoncements. Je dis toujours à mes clients, si la raison d'être dont vous dotez votre marque, elle ne vous oblige pas à renoncer à certaines choses, mais ça ne va pas marcher, c'est probablement qu'elle n'est pas assez engagée, pas assez forte. Troisième critère, de l'innovation disruptive dans l'offre et dans le modèle économique, donc ne pas hésiter à l'aune de cette raison d'être et en cherchant à l'incarner au quotidien, à changer radicalement parfois l'offre et le modèle économique. Et puis le dernier point, évidemment très important, un niveau élevé de transparence et de responsabilité. Ça, c'est hyper important, évidemment. Les études montrent d'ailleurs que les consommateurs sont prêts à ça. On n'attend plus d'une entreprise qu'elle soit parfaite, on attend d'elle avant tout qu'elle soit honnête sur ce qu'elle essaie de faire, là où elle réussit et aussi là où elle échoue. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. N'hésitez pas à continuer à interagir avec le hashtag Campus TF1.